Alors, Marie de Médicis, à Blois, elle prépare sa vengeance. Évidemment, elle considère qu'elle a de droit sa place au conseil du roi, et tant qu'à faire, sa place de dominante, hein, au-dessus de celle de son fils. Évidemment, c'est pas vrai du tout. Normalement, non. Mais elle ne peut pas penser autrement. Et en 1619, donc 2 ans plus tard, elle arrive à s'échapper de nuit de Blois. Elle escalade, voilà, elle chute dans les fossés, avec des cordes, c'est vraiment très rocambolesque. Hein. Je vous dis, c'est une époque, il y a plein d'aventures, c'est comme ça. Et elle a réussi à lever une armée contre son fils, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui la rejoignent parce qu'ils ne supportent pas le duc de Luynes, ils ne supportent pas cette nouvelle politique, et donc elle a réussi à obtenir une armée, et c'est la guerre entre la mère et le fils. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'il y ait une guerre civile entre la mère et le fils. Donc Armand Duplessis, il fait tout encore pour calmer le jeu, hein, parce que lui, ça ne l'arrange pas du tout. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que Marie de Médicis retourne avec son fils et qu'il puisse s'imposer. Mais avec une femme pareille qui veut absolument faire la guerre à son fils, ça risque d'être compliqué. Alors, Louis XIII perd le duc de Luynes, hein, qui meurt assez rapidement. Et donc là, il est un peu coincé. Et donc, en 1620, il accepte le retour de sa mère. Et Marie Médicis impose l'entrée au conseil d'Armand Duplessis également, et pour le remercier, de le nommer cardinal. Un cardinal, c'est un prince d'église. D'accord, il y a le pape et en dessous il y a les cardinaux. Et c'est entre cardinaux qu'on va choisir un pape. Donc, voilà, il a une place très importante. Et en tant que cardinal, il devient quasiment le premier ministre de la France. Et il va devenir le cardinal de Richelieu. Donc vous voyez au document 7, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu. Et il faut savoir que ce cardinal de Richelieu, il est considéré en histoire, en France, comme le plus grand premier ministre que la France n'ait jamais connu. C'est le modèle pour tous les premiers ministres. Par la suite. Alors, le cardinal de Richelieu fait mine de travailler pour Marie de Médicis. D'accord ? Elle l'a nommé parce qu'elle le considère comme son serviteur, comme un fidèle serviteur. Mais en fait, Richelieu n'est pas le serviteur de Marie de Médicis, il est le serviteur de la France, donc du roi de France. Mais Louis XIII ne le sait pas encore. Louis XIII, lui, il le voit comme un comploteur, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, et donc Richelieu doit faire ses preuves. Et ils ont, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont un programme politique en commun. Ils pensent la même chose. La première chose, c'est l'abaissement des grands. Les grands, sous-entendu, les grands féodaux. Tous les ducs, princes, comtes, marquis assez puissants, qui relèvent la tête et qui s'opposent au pouvoir royal, tout cela, maintenant, ils doivent être totalement soumis au roi de France. Et parmi les grands, en premier, c'est la famille du roi. Tous les princes proches du roi par les liens familiaux, les princes du sang, etc. Et donc, Richelieu va abattre beaucoup de châteaux forts. Il reste encore des châteaux forts. Et ces châteaux forts, c'était le symbole du pouvoir du seigneur. Mais maintenant, c'est fini. Ils n'ont pas à avoir une place forte qui peut s'opposer au pouvoir du roi. Maintenant, ça n'existe plus, il n'y en a plus besoin. Donc, toutes les tours trop élevées, tous les châteaux importants, on va les raser ou les réduire. Enfin, en tout cas, réduire leur taille. Et ça va être la fin des châteaux forts en France. Deuxième point, deuxième axe politique, c'est la lutte contre les Espagnols. Et oui, ça, Richelieu, même s'il travaille pour Marie de Médicis, même s'il est cardinal, donc censé protéger l'Église catholique,
bah lui, il fait partie de ces Français qui considèrent que la France doit remplacer l'Espagne comme première puissance mondiale. Donc, on continue la lutte contre l'Espagne. Et pour ça, pour contrer l'Espagne, il faut s'allier aux pays protestants. Et il y en a plein des pays protestants. Il y a l'Angleterre, par exemple, enfin, toute la Grande-Bretagne actuellement. Donc, on s'allie aux Anglais, qui sont protestants, on s'allie aux Provinces-Unies, qui ont réussi à obtenir leur indépendance contre l'Espagne, et dans le Saint-Empire romain germanique, il y a beaucoup de territoires, beaucoup de seigneurs protestants qui luttent contre l'empereur. Donc il y a l'électeur du Brandebourg, l'électeur de Saxe, plein de seigneurs protestants au sein du Saint-Empire romain germanique. Et Richelieu et Louis XIII vont les aider. Voilà. Et donc, les Espagnols, évidemment, ça les embêtait, mais aussi en France, tous ceux qui se considéraient comme catholiques fidèles à l'Espagne, ça les choque. Comment se fait-il qu'un cardinal puisse s'allier à des pays protestants? C'est pas possible. C'est une trahison. Alors, pour amadouer ces catholiques fervents, il y a aussi une autre action importante à mettre en place, c'est toujours la lutte contre les protestants, mais ceux de l'intérieur de la France. Certes, on s'allie aux protestants de l'extérieur, mais il faut réduire le pouvoir des protestants à l'intérieur. Et il reste une place forte, importante, celle de La Rochelle. Et donc en 1628, Louis XIII et Richelieu, qui mènent les opérations, vont lutter contre les protestants de La Rochelle, que donc, vous voyez au document 8, c'est très important, ce siège de La Rochelle. Les protestants à l'intérieur refusent qu'on abatte leur tour de protection. Ils sont aidés par des navires anglais. Les Anglais leur envoient jusqu'à l'île de Ré des bateaux pour les aider, avec des armes et aussi de la nourriture, parce qu'à un moment, quand on fait un siège, il n'y a plus rien à manger, puisque les troupes du roi de France ont bloqué toutes les entrées, donc il n'y a plus rien à manger à un moment. Donc les Rochelais vont mourir de faim et vont essayer de tenir jusqu'au bout, ces protestants de La Rochelle. Et à un moment, ils n'en peuvent plus, et donc ils se soumettent au roi, et donc à Richelieu. Et c'est une grande victoire pour Richelieu. Parce qu'il a prouvé, certes, il s'allie aux protestants de l'extérieur, mais ça n'empêche pas de se considérer comme un champion du catholicisme, et il continue à lutter contre les protestants en France. Alors, l'édit de Nantes est maintenu, mais c'est juste la liberté de culte. En fait, l'édit de Nantes sera respecté à son minimum. Liberté de culte et état civil. Le reste, on grappille dessus, on trouve des manières de contourner tout ce qu'avait fait Henri IV avec l'édit de Nantes. Alors, sa lutte contre les grands seigneurs, les grands féodaux, elle va commencer à vraiment prendre de l'ampleur parce que le premier d'entre eux, Gaston d'Orléans, duc d'Orléans, le frère de Louis XIII, déteste Richelieu. D'accord ? Vous le voyez, Gaston d'Orléans, le frère du roi. Alors, ce frère du roi, il est particulièrement important puisque Louis XIII et Anne d'Autriche n'ont pas d'enfants pour l'instant. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, tant que Louis XIII n'a pas d'enfants, de fils en tout cas, c'est Gaston, l'héritier du trône. Donc, il se considère comme intouchable, évidemment. Et il est donc le porte-parole, en tout cas le chef, plus ou moins, de tous ceux qui s'opposent à Richelieu. Et Richelieu et Marie Médicis, sa mère, la mère de Gaston, c'était son chouchou. Autant avec Louis XIII, ça passait pas trop, mais avec Gaston, elle adorait son fils. Et par exemple, elle voulait le marier à une princesse qui était très très riche. Et Gaston, il voulait pas.
Donc, il disait que c'était la faute de Richelieu, et donc il va commencer pratiquement à faire une petite guerre contre son frère, enfin ça va prendre des proportions importantes, jusqu'à ce que les responsables du complot, sauf Gaston, tous ceux qui étaient juste en dessous de Gaston, vont être mis en prison, parce que ils seront accusés d'avoir voulu assassiner Richelieu. C'est vrai, hein, il y aura des tentatives très, très nombreuses contre Richelieu. Et donc tous les comploteurs vont être condamnés à mort pour avoir tenté d'assassiner Richelieu. Gaston, lui, il reste intouchable. En fait, Gaston, dès qu'il sent que le complot va être éventé et que Richelieu et Louis XIII vont être au courant, il sort tout. Il donne le nom de tous ses complices pour être tranquille. Et en plus, il ne risque rien puisqu'il est le frère du roi et l'héritier du trône. Donc il ne risque rien de rien. Par contre, tous ceux qui le suivent, eux, ils risquent très cher. Et ça va être ça pendant des années, un complot, et hop, c'est que ça. C'est le règne de Louis XIII, c'est comme ça. Alors, ça fait plein d'aventures, hein, plein de romans, de films. Et puis Richelieu, il se met à dos aussi une grande partie de la noblesse française parce qu'il interdit les duels. Ça, c'était le grand jeu des gentilshommes français, des grands seigneurs, enfin pas forcément des grands seigneurs, des petits seigneurs, rien du tout. Dès qu'on était noble, on se battait en duel. Dès qu'on était fâché avec quelqu'un, pour X raisons, on se battait en duel. Évidemment, ça tuait plein de jeunes seigneurs qui auraient été beaucoup plus utiles à la guerre. Ils auraient mieux servi. Je vous rappelle, les nobles font la guerre pour le roi. Et au lieu de se battre à la guerre, ils se battent entre eux. C'est quand même dommage. Ça fait plein de morts. Et Richelieu, en plus, il a eu un frère qui est mort en duel. Donc, en fait, il déteste les duels. Et donc, il interdit les duels. Et tous ceux qui se font attraper en duel, même s'ils s'en sortent, s'ils sont juste blessés ou rien du tout, ils seront condamnés à mort d'office. Et il y a des grands seigneurs comme le duc de Montmorency, qui est considéré comme un très grand seigneur. Pas d'hésitation, condamné à mort. Donc il se met à dos plein de seigneurs. Donc en fait Richelieu est détesté. Il est très sévère dès qu'il sent que quelqu'un s'oppose à lui. Hop, c'est directement condamné à mort. Il fait tout pour être détesté. Alors, je vous parlerai de la suite du règne de Louis XIII dans une prochaine vidéo.